Bon, Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons assister à la soutenance d'Alexandre Michel, qui va donc faire sa présentation et répondre aux questions des membres du jury. J'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Je vais vous présenter les membres du jury donc, dans la succession de prises de parole qui suivra la présentation d'Alexandre. Donc, il y aura d'abord M. Claude Mio, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Madame Aurélie Goutte, maîtresse de conférence à l'école pratique des hautes études, et tous deux rapporteurs du travail d'Alexandre. Suivront les interventions de Monsieur Simon Devin, professeur à l'Université de Lorraine, Madame Florence Hulot, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Saclay, et moi-même, François Deschaux, directeur de recherche au CNRS HIZ. Alexandre, nous t'écoutons pour environ 45 minutes d'exposé. Oui. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour assister à la restitution de mes travaux de thèse. Merci aux membres du jury de me permettre de réaliser cette soutenance de thèse. Je vais donc vous présenter mes travaux de thèse qui portaient sous la direction de Julien Tournebise et le co-encadrement d'Aliénor Géliaskov et Jérémy Lebrun, qui portait sur l'étude donc des synchronismes, antagonismes dans les relations entre environnement agricole, biodiversité et fonctions écologiques dans les zones tampons humides artificielles, en commençant par quelques éléments d'introduction. Tout d'abord, aujourd'hui, il est bien admis que les intrants d'origine agricole, incluant les pesticides et les nitrates, sont susceptibles d'être transférés dans les différentes matrices environnementales, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Ces transferts vont s'effectuer par différentes voies comme la volatilisation, le lessivage ou encore le ruissellement, par exemple. Et notamment dans le contexte des territoires fortement drainés, le drainage agricole va avoir tendance à faciliter les transferts de pesticides et nitrates vers l'hydrosphère, définissables comme l'ensemble des masses d'eau présentes sur Terre. Cependant, ces transferts de pesticides dans les masses d'eau auxquelles la faune aquatique est particulièrement sensible, incluant donc les amphibiens et les invertébrés aquatiques, vont être en mesure de générer des effets délétères par effet en cascade à tous les niveaux d'organisation biologique, des niveaux biomoléculaires, cellulaires et individuels, en perturbant le génome ou encore la reproduction des organismes ou leur immunité, jusqu'au niveau populationnel, communautaire et écosystémique, en réduisant par exemple les effectifs des populations, en modifiant la composition spécifique des communautés et en ayant des répercussions néfastes sur les fonctions écologiques. Alors pour limiter ces impacts, les impacts donc des pesticides et des nitrates sur la faune aquatique, et in fine sur l'environnement et sur les humains, il est nécessaire de mettre en œuvre des moyens permettant leur mitigation. Donc c'est dans ce contexte qu'interviennent les solutions fondées sur la nature, qui sont définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme étant des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des services, des bénéfices pour la biodiversité. Pour ne citer qu'elles, les zones tampons humides artificielles ou ZTHA, qui sont abrégées CW durant la présentation, sont un exemple de solutions fondées sur la nature. Elles sont implantées entre la parcelle agricole et l'hydrosphère dans le cas des ZTHA agricoles, et leur rôle est de réduire les transferts et les concentrations des pesticides et des nitrates vers les milieux aquatiques, dans les milieux aquatiques, grâce à des propriétés épuratoires naturelles. Et en plus de ce rôle épurateur, elles tendent à favoriser l'établissement de la biodiversité et peuvent donc permettre de répondre à certains enjeux de conservation de la faune aquatique. Donc en l'occurrence, je vais me concentrer sur une ZTHA en particulier, qui est la ZTHA agricole de Rampillon, située dans le département de la Seine-et-Marne, dans la commune de Rampillon, au sud-est de Paris. C'est un site pilote de 5600 m² qui fait l'objet de multiples opportunités de projets de recherche scientifique depuis 2005
et qui est instrumentée notamment pour le suivi continu de la qualité chimique de l'eau depuis 2012. Donc, elle est située, cette ZTHA, à l'aval d'un bassin versant agricole de 355 hectares, soumis, donc caractérisé par la présence de grandes cultures drainées, et permettent d'épurer une partie de l'eau du rue des Gouffres, que vous voyez ici, qui transporte et achemine les pesticides et les nitrates du bassin. Et donc, les performances épuratrices de la ZTHA sont en moyenne à hauteur de 37% pour les pesticides et 11 mg par litre pour les nitrates. Donc, de grands enjeux, notamment de santé publique, sont portés par la ZTHA, puisque l'eau du bassin versant se jette dans des gouffres karstiques. Donc, vous avez une photographie ici, qui donne accès direct à la nappe phréatique des calcaires de Champigny, alimentant environ 1,5 million de Franciliens en eau potable. En plus de répondre à ces enjeux relatifs à la protection de la ressource en eau, la ZTHA a également montré son rôle de milieu support de biodiversité, comme souligné par la présence d'au moins 130 espèces ou groupes d'espèces d'animaux, donc des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des poissons, des amphibiens et des invertébrés terrestres ou aquatiques. Et cependant, en agissant à la fois comme un milieu de support pour la faune aquatique et comme un milieu intercepteur de pesticides et de nitrates, la ZTHA de Rampillon est d'autant plus susceptible d'agir comme un véritable piège écologique, autrement dit comme un milieu ayant tendance à être colonisé par la biodiversité, mais au sein duquel au moins l'une des caractéristiques environnementales va être en mesure de réduire la valeur sélective des individus qui y vivent, soit leur capacité à survivre et à se reproduire, avec des répercussions potentiellement délétères pour la pérennité des populations autochtones. Donc, l'objectif, ainsi, l'aptitude de la ZTHA à répondre à la fois à des enjeux de protection de la ressource en eau et à des enjeux de biodiversité peut être remise en question si la contamination pesticides et nitrates qui la caractérise fait d'elle un piège écologique pour la faune aquatique. C'est pour cela qu'il est crucial de préciser son rôle. Donc, l'objectif principal de la thèse était de déterminer si la ZTHA d'Ampillon était susceptible ou non d'agir comme un piège écologique pour la faune aquatique. Pour atteindre cet objectif, dans une première partie, nous avons cherché à déterminer si la ZTHA était un environnement risqué pour les amphibiens en étudiant notamment les synchronismes entre les dynamiques de flux de pesticides et nitrates avec les dynamiques écologiques des amphibiens. Et nous avons supposé pour cette partie que si la ZTHA était un support favorable à l'établissement des amphibiens et en même temps un milieu où existent des synchronismes entre les deux types de dynamiques, alors elle était plus à même d'agir comme un piège écologique, au moins pour les amphibiens. Dans une deuxième partie composée de 3 axes d'études, nous avons cherché à déterminer si la ZTHA était un environnement impactant pour les amphibiens et les macroinvertébrés benthiques, en commençant par une première étude portant sur les effets potentiels des flux de pesticides sur les activités enzymatiques et la condition corporelle chez 2 espèces d'amphibiens autochtones, le crapaud commun et la grenouille verte, sur les activités enzymatiques et les traits comportementaux d'un invertébré aquatique modèle en écotoxicologie, le gamard, en conditions mésocosme. Et enfin, nous avons étudié les effets potentiels des flux de pesticides et nitrates sur la structure de la communauté de macroinvertébrés benthiques autochtones et sur une fonction écologique, la dégradation de la litière. Donc, pour cette évaluation d'impact, nous avons supposé qu'au sein de la ZTHA, les pesticides et les nitrates seraient susceptibles de générer des effets délétères sur les amphibiens et les invertébrés aquatiques, faisant de la ZTHA un piège écologique pour la faune aquatique. Donc, maintenant que le cadre global de la thèse est posé, je vais vous présenter le contexte méthodologique général de la thèse pour bien resituer le cadre de travail. Donc, le site principal et central de la thèse est la ZTHA de Rampillon, située en Seine-et-Marne et instrumentée depuis 2012 avec 3 stations de mesure hydrologique permettant de réaliser des prélèvements d'eau composite asservis au débit, dans lesquels sont ensuite analysées 570 molécules de pesticides et leurs métabolites pour permettre un suivi continu de la qualité chimique de l'eau. Au cours de cette thèse, en plus de la ZTHA de Rampillon, nous avons étudié 9 sites de comparaison afin d'augmenter la robustesse des résultats obtenus à l'échelle de la ZTHA.
8 sites de comparaison étaient situés dans le département de la Seine-et-Marne et un site seulement était situé dans le département des Hauts-de-Seine et plus précisément dans le domaine départemental de Sceaux, au sud de Paris. Et dans tous les cas, tous les axes de recherche n'ont pas été entrepris dans tous les sites d'études, mais la ZTHA a fait l'objet de tous les suivis puisqu'il s'agit du site central de la thèse. Et par exemple, le site situé dans le parc de Sceaux n'a fait l'objet que d'un seul suivi. Donc maintenant que le contexte global de la thèse est posé, je vais vous présenter les résultats obtenus dans le cadre de ce travail, en commençant par la partie évaluation du risque. Donc nous allons tenter de répondre à une première question, qui était de savoir, est-ce que la ZTHA est un environnement risqué pour les amphibiens? Donc pour ce travail, nous avons réalisé des inventaires ciblant les amphibiens dans 7 mares, incluant la ZTHA, que voici. Je passe un peu vite. Sur la base d'un protocole, sur la base d'un protocole d'inventaire nocturne standardisé. En complément, nous avons utilisé des amphicates qui permettent d'augmenter la détectabilité des juvéniles d'amphibiens et des adultes du rodel. Ces inventaires nous ont permis d'une part de comparer la richesse spécifique en amphibiens de la ZTHA avec les mares de comparaison, et d'autre part, en complément d'une revue de littérature herpétologique, de reconstruire un calendrier phénologique de la communauté d'amphibiens de la ZTHA. Nous avons enfin superposé les dynamiques phénologiques reconstruites avec les dynamiques des flux de pesticides et nitrates dans la ZTHA pour évaluer l'évolution du risque pour la communauté d'amphibiens au cours d'une année complète. Donc, d'abord, voici la répartition des sites d'études sur un gradient de contamination décroissant en pesticides et nitrates. Donc, nous retrouvons la ZTHA en bout de gradient avec un niveau de contamination relativement élevé, avec 14 microgrammes par litre de pesticides. Et à l'extrême inverse, une mare forestière P7 avec une concentration relativement faible, avec 0,09 microgrammes par litre de pesticides. Voici maintenant la comparaison des communautés d'amphibiens entre les sites, avec en colonne les différents sites d'études et le gradient de contamination décroissant, et les espèces en ligne, avec les données de présence du complexe des grenouilles vertes, le crapaud commun, il passe un peu vite, le triton palmé, le crapaud commun, la grenouille agile, le triton ponctué, le triton traité, la rainette verte, la salamandre tachetée, la grenouille rousse et le triton alpestre. Et globalement, alors les petites croix permettent de représenter les données de présence dans les différents sites. Et globalement, ce que l'on constate, c'est qu'avec la mare forestière P7, la ZTHA d'Ampillon est le site avec le plus grand niveau de richesse spécifique, avec 7 espèces présentes respectivement dans ces deux sites. Le problème, c'est que cette richesse, probablement liée à l'attractivité de la ZTHA pour les amphibiens, augmente le risque pour la ZTHA d'agir comme un piège écologique pour les amphibiens. Donc, ce que nous voulons maintenant savoir, c'est savoir à quel niveau de risque fait face cette communauté d'amphibiens dans la ZTHA face aux fluctuations temporelles des concentrations de pesticides et nitrates. Donc, voici le calendrier phénologique reconstruit des espèces de la communauté d'amphibiens de la ZTHA avec les différentes espèces et les références herpétologiques utilisées en triplet de lignes et avec les mois de l'année en colonne. Donc, les zones grisées correspondent aux données phénologiques et de présence-absence recueillies sur la base des observations directes réalisées dans la ZTHA de Rampillon. Et ce que l'on constate ici, c'est que la proportion d'espèces d'amphibiens présentes simultanément dans la ZTHA peut être relativement importante courant printemps-été. Et lorsqu'en parallèle, on s'intéresse aux dynamiques moyennes des flux de pesticides représentés par les histogrammes en noir ici et de nitrates représentés par les histogrammes en blanc, on remarque que les flux les plus importants dans la ZTHA se produisent au cours des mois de mai et juin, en lien avec les pratiques agricoles du bassin. Et donc en bilan, on remarque que la période de l'année où les flux de pesticides et nitrates sont les plus importants dans la ZTHA correspond aussi à la période de l'année où le plus grand nombre d'espèces d'amphibiens autochtones
sont exposés simultanément dans l'eau, et également à la période où les juvéniles de la plupart des espèces sont en cours de développement, et donc plus sujet aux effets délétères des pesticides, notamment. Donc, en bilan de ce travail, on met en avant le caractère risqué des dynamiques de flux de pesticides et nitrates dans la communauté, pour la communauté d'amphibiens vivant dans la ZTHA, et souligne donc le potentiel pour cette ZTHA à agir comme un piège écologique pour les amphibiens. Il met en avant aussi l'importance de la temporalité des pratiques agricoles sur la vulnérabilité des amphibiens dans le milieu naturel. Enfin, on notera tout de même que les données phénologiques issues des références herpétologiques utilisées sont basées sur l'ensemble des aires de répartition respectives des espèces. Donc, cette partie de l'analyse gagnerait à être précisée en se basant sur la zone biogéographique étudiée. Et ce travail a fait l'objet donc d'un forum paper soumis et en review dans Oikos. Donc, puisque nous avons mis en évidence le risque que présentaient les dynamiques de pesticides et nitrates dans la ZTHA de Rampillon, nous devons maintenant chercher à déterminer et à identifier les effets délétères potentiels qui peuvent s'exercer sur les amphibiens et les macroinvertébrés benthiques au travers de cette partie d'étude d'impact. Donc, nous allons dans un premier temps essayer de répondre à une première question, qui est de savoir si les flux de pesticides dans la ZTHA sont en mesure d'avoir des effets négatifs sur les réponses enzymatiques des amphibiens. Donc, dans le cadre de ce travail, nous avons eu recours à la pratique de l'écouillonnage buccal chez les amphibiens en tant que technique non invasive et peu coûteuse. L'originalité de la méthode provient surtout ici de l'application spécifique de cette technique pour étudier les effets des pesticides sur les enzymes salivaires chez les amphibiens dans leur milieu naturel, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été encore mis en avant dans la littérature scientifique. Donc, ça a nécessité quelques ajustements et vérifications. Notamment, l'une des questions que l'on se posait, c'est savoir si on serait à même de récupérer assez de salive et donc assez de protéines, et par extension, éventuellement assez d'enzymes dans la salive des amphibiens dans leur milieu naturel, ce qui a été vérifié donc sur un échantillon de salive de grenouille agile, comme le témoigne la coloration bleue de l'échantillon sur la droite. Donc pour ce travail, nous avons étudié les réponses chez le crapaud commun et la grenouille verte dans 6 sites, incluant la ZTHA, que voici. Nous avons réalisé donc des prélèvements non invasifs de salive par écouillonnage buccal à l'aide d'écouvillons stériles à pointe de viscose chez le crapaud commun et la grenouille verte, puis réalisé des mesures morphométriques sur les individus échantillonnés, incluant la mesure de la longueur totale du bout du museau jusqu'au cloaque et le relevé du poids, puis calculer l'indice de condition corporelle moyen des individus pour chaque site et réaliser des analyses d'activité enzymatique par spectrophotométrie d'absorbance au laboratoire en ciblant 7 enzymes, donc à savoir l'acétylcholinestérase, impliquée dans la neurotransmission et qui sera abrégée à CHE durant le reste de la présentation, la glucotransférase impliquée dans la détoxication, abrégée GST, la bêta-galactosidase et la bêta-glucosidase impliquées toutes deux dans la nutrition, abrégée GAL et GLU, et les acides phosphatases alcalines et les peroxydases impliquées dans l'immunité non spécifique, abrégée PAC, PAL et PEROX. Finalement, nous avons réalisé des modèles additifs généralisés pour évaluer l'influence des pesticides sur ces niveaux d'activité enzymatique et des tests de Kruskal-Wallis pour évaluer l'influence des pesticides sur la condition corporelle moyenne avec les sites en facteurs explicatifs. Pour les hypothèses de travail sur les activités enzymatiques, nous nous attendions à une stimulation de la GST, de la PAC, de la PAL et de la PEROX, et une inhibition de la CHE, de la GAL et de la GLU. Donc, comme précédemment, avec les sites étudiés, voici leur répartition sur un gradient de contamination décroissant. Et faites juste attention, la codification est complètement réinitialisée par rapport au site présenté en début de présentation. Et donc, ce que l'on constate pour le crapaud commun, c'est que le gradient est très marqué, avec une mare forestière P2 très contaminée, avec presque 40 microgrammes par litre de pesticides, et une mare
curieusement complètement dépourvu de pesticides, avec 0 microgramme par litre de pesticides, et ça correspond en fait au bassin du parc de Sceaux. Pour la grenouille verte, le gradient était un peu moins marqué, et surtout on avait moins de sites, mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes parvenus à réaliser 2 sessions d'échantillonnage au sein même de la ZTHA, avec des niveaux de contamination très différents. Ça aura son importance pour la suite. Et juste à titre d'information, en termes de nombre d'individus échantillonnés, nous sommes parvenus au total à échantillonner 40 crapauds communs en phase terrestre, 107 en phase aquatique et 57 grenouilles vertes en phase aquatique. Donc voici quelques résultats de gamme concernant l'influence des pesticides sur les réponses enzymatiques chez le crapaud commun ici et la grenouille verte ici. Donc je vous montre que les réponses de ces 4 enzymes en l'occurrence. Alors pour la lecture des graphes, quand on a la petite astérix, cela signifie que le résultat est significatif. On retrouve en ordonnée les concentrations totales en pesticides et en abscisse, pardon, et en ordonnée les niveaux d'activité enzymatique. Les courbes pointillées de part et d'autre de la courbe de réponse en gras ici correspondent aux intervalles de confiance du modèle. Et juste faites très attention au gradient. Le gradient s'étend de 0 à 40 pour le crapaud commun et de 0 à 3,5 en termes de concentration en pesticides pour la grenouille verte. En termes de réponse pour l'acétylcholinesterase chez la grenouille verte, on observe une réponse en courbe en cloche qui peut éventuellement traduire un effet neurotoxique des pesticides sur cette enzyme. Pour la gale, on observe une relation en formant U chez le crapaud commun et une relation linéaire négative chez la grenouille verte, mais correspondant donc à des réponses identiques chez les 2 espèces lorsqu'on fait la comparaison à l'échelle des 2 gradients. Pour la glu, on observe des réponses inverses entre les espèces avec une relation interprétée comme une stimulation chez le crapaud commun et une inhibition chez la grenouille verte par le pesticide. Et enfin, pour la peroxydase, la relation est linéaire positive chez le crapaud commun, ce qui peut éventuellement traduire un effet cytotoxique des pesticides chez le crapaud commun. Il est cependant important de noter que les résultats de ces gammes sont surtout basés sur l'ensemble des sites étudiés, donc sur l'ensemble du gradient de pesticides étudiés. Et donc, il peut être intéressant de se concentrer sur les résultats obtenus chez la grenouille verte au sein même de la ZTHA, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que, bon, d'abord, ce graphique vous représente, donc les petites pastilles circulaires vous représentent les mesures ponctuelles de concentration de pesticides dans les différents sites pour les sessions crapaud commun, tandis que les triangles concernent les sessions relatives à la grenouille verte. Et les traits horizontaux correspondent en fait aux mesures intégrées de pesticides réalisées grâce au suivi continu de la qualité chimique de l'eau dans la ZTHA. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on se concentre sur la première session d'échantillonnage grenouille verte dans la ZTHA, quand on compare la mesure ponctuelle et la mesure intégrée, on se rend compte que les concentrations en pesticides sont assez similaires. Donc, pas de problème de représentativité de ce côté-là. Et quand on compare la deuxième session d'échantillonnage grenouille verte au sein même de la ZTHA, on se rend compte que la mesure intégrée est plus de 2 fois supérieure par rapport à la mesure ponctuelle. Et ça, c'est assez intéressant quand on s'intéresse au niveau d'activité moyen de l'acétylcholinesterase, parce qu'on se rend compte finalement que les grenouilles vertes les plus exposées en rouge ici sont celles qui voient leur niveau d'activité moyen de la CHE significativement inférieur par rapport aux grenouilles vertes les moins exposées. Donc, ce qui peut éventuellement traduire un effet neurotoxique des pesticides sur ces organismes. Un peu de la même manière pour la peroxydase. Chez les grenouilles les plus exposées, on a une tendance à avoir un niveau d'activité de la peroxydase sensiblement supérieur par rapport aux grenouilles les moins exposées, pouvant traduire un effet cytotoxique des pesticides.
Donc, en bilan de cette partie, on peut d'abord dire que le recours à l'écouillonnage buccal pour étudier les effets des pesticides sur les enzymes salivaires chez les amphibiens sur le terrain semble très pertinent, notamment au vu de la non-invasivité de cette technique et au vu de son coût peu élevé. Et il semblerait en plus que nous soyons parvenus à mettre en lumière des effets toxiques des pesticides sur certaines activités enzymatiques chez la grenouille verte, spécifiquement dans la ZTHA, ce qui donne du crédit à l'hypothèse ZTHA piège écologique. D'ailleurs, l'étude des effets des pesticides sur la grenouille verte s'est avérée pertinente puisqu'elle peut être sujette à des pics de contamination en pesticides, étant donné ses caractéristiques phénologiques. Et enfin, on mettra tout de même en avant quelques pistes d'amélioration de la méthodologie employée, comme l'augmentation de la robustesse statistique notamment, en augmentant le nombre de sites étudiés. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle. Il a fait l'objet aussi d'un encadrement de stage de M2 et a fait l'objet d'un article scientifique en cours de préparation pour Environmental Chemistry and Ecotoxicology. Donc, nous avons vu à l'instant que le travail sur le terrain pouvait, en quelque sorte, entraver un petit peu l'interprétabilité de certains résultats au vu de la complexité de l'environnement naturel. Alors, dans cette troisième partie, nous allons étudier les résultats d'une étude ayant porté sur l'identification des effets d'un cocktail de pesticides connus sur les traits enzymatiques et comportementaux d'un invertébré aquatique modèle, le gamard, en conditions mésocosme, donc semi-contrôlées cette fois-ci. Donc, cette étude a été réalisée au sein de mésocosmes implantés directement dans la ZTHA de Rampillon, que vous voyez ici, situé ici. Il avait pour but donc d'évaluer les effets d'un cocktail de 10 pesticides, incluant 7 herbicides et 3 fongicides, sur Gamarus fossarum, issu d'une station lotique de référence. Donc, 4 grands mésocosmes étaient traités, les voici. 2 étaient recouverts par une membrane de géotextile et 2 étaient découverts. Et 2 petits mésocosmes, l'un couvert et l'autre découvert, jouaient le rôle de contrôle. Donc, au sein de ces mésocosmes, les gamars étaient encagés dans des petites boîtes en plastique, donc des microcosmes, à raison de 4 réplicas par mésocosme. Et suivant ce design expérimental, nous avons réalisé 4 séries d'expositions indépendantes d'une durée d'1 semaine chacune, avec renouvellement total des populations de gamars encagées entre chaque série. Et à l'issue de chaque semaine d'exposition, nous mesurions le taux de survie, le taux d'amplexus, l'activité locomotrice et le taux d'ingestion des gamars. Et nous réalisions des analyses d'activité enzymatique ultérieurement au laboratoire. Et à noter que la somme des concentrations en pesticides diminuait naturellement au fil des séries d'exposition. Donc, en guise de premier graphique de résultat, voici le taux de survie des gamars en fonction des différentes séries d'exposition indépendantes. Donc, pour la légende, on retrouve toujours dans le même ordre le mésocosme contrôle non couvert et ses homologues traités, donc non couverts ici, et le mésocosme contrôle couvert et ses homologues traités juste ici. Donc, on répète ce même schéma pour chaque bloc graphique. Et ce qu'on remarque pour les 2 premières séries d'exposition, c'est que nous n'avons pas de différence significative du taux de survie de nos gamars, quelles que soient les modalités d'exposition. Et ce qui est un peu étonnant a posteriori, c'est que à partir de la série 3, on observe des phénomènes de mortalité notables dans certaines modalités d'exposition. Et c'est un peu étonnant puisque je viens de vous dire à l'instant que les concentrations totales en pesticides diminuaient au cours du temps, au fil donc des séries d'exposition, sans production de métabolites. En fait, il s'est avéré que c'était surtout dû à l'influence de certains facteurs environnementaux, notamment les nitrites, parfois la température, qui ont joué un rôle notable dans ce taux de survie. Toujours est-il que nous avons étudié donc, les réponses de Gamarus fossarum par des régressions linéaires donc à la température.
au taux de dioxygène dissous, à la conductivité, au pH, à la quantité de lumière cumulée, à la concentration en nitrate, ammonium, nitrite, et en réponse à deux variables de pression de pesticides, sur le taux de survie, le taux d'amplexus, l'activité locomotrice et le taux d'ingestion de feuilles. Ce que l'on remarque pour ces traits comportementaux, d'abord, c'est une simulation du taux d'amplexus et de l'activité locomotrice qui peuvent traduire voilà, des phénomènes de flexibilité phénotypique en réponse au stress induit par le cocktail de pesticides étudié. De la même manière, pour les enzymes, donc nous avons étudié les réponses de l'ACHE, de la gale, la glu, la chitobiase, donc abrégée NAG, qui intervient dans la mue et donc dans la croissance des gamarres, la PAC, la PAL et les pérox. Et ici, ce que l'on observe, ce sont des effets stimulants, a priori des pesticides sur la gale et la PAL, qui peuvent traduire chez cette dernière éventuellement des effets neurotoxiques, cytotoxiques du cocktail, et des effets inhibants sur la CHE, la NAG et la PAC. Et on notera donc qu'une perturbation de l'activité de l'acétylcholinestérase en étant en mesure de perturber le comportement et l'inhibition de l'activité de la NAG en étant en mesure de perturber la croissance et donc la mue des gamarres peuvent être à l'origine de répercussions néfastes sur certaines variables d'état des populations à l'état sauvage. Donc, en bilan de cette étude, nous avons identifié des effets négatifs sur les traits enzymatiques et les traits comportementaux chez Gamarus fossarum, possiblement inhérents au cocktail de pesticides étudiés. Et ces effets peuvent avoir des répercussions négatives au niveau populationnel. Donc après, la question est de savoir quel est le niveau de transférabilité de ces résultats chez les espèces d'invertébrés aquatiques, vivant dans la ZTHA, ce qui pourrait faire l'objet d'investigations plus poussées, spécifiquement donc, chez certaines espèces d'invertébrés vivant dans la ZTHA. Et ce travail donc, a fait l'objet de la rédaction d'un article scientifique en cours de préparation pour Environmental Research. Donc maintenant que la potentialité pour les pesticides et les nitrates d'avoir une influence sur les individus, maintenant que nous avons mis en évidence donc voilà cette potentialité des pesticides et des nitrates d'avoir une influence sur les individus, nous allons donc dans cette quatrième partie tenter d'étudier les effets potentiels des pesticides et nitrates circulant dans la ZTHA sur les invertébrés aquatiques, en essayant de répondre à la question suivante. Les flux de pesticides et nitrates ont-ils des effets sur la structure et le fonctionnement de la communauté de macroinvertébrés benthiques autochtones? Pour ce faire, nous avons ciblé deux sites d'études, la ZTHA de Rampillon, toujours, et une mare de comparaison. Et nous avons en particulier ciblé deux zones spécifiques dans la ZTHA, une zone amont et une zone aval. En fait, on sait qu'on a un gradient de contamination décroissant dans la ZTHA de l'amont vers l'aval. Et donc voilà, nous avons comme cela pu travailler selon un gradient de contamination décroissant en pesticides et nitrates comme suit. Donc niveau de contamination de la zone amont de la ZTHA supérieur à la zone aval, elle-même supérieure au niveau de contamination de la zone pompe de la mare de comparaison. Donc nous avons déployé des sacs à litière dans ces trois zones avec des macro-sacs à maille grossière et des micro-sacs à maille fine, et pour des sessions d'immersion d'environ 15 jours, à raison de 8 sessions au total par zone, et 3 réplicas par zone, par session. Donc, premièrement, nous immergions les sacs à litière pendant environ 15 jours. Nous récupérions les individus colonisateurs que nous fixions à l'éthanol. Nous lavions, séchions et pesions les feuilles pour estimer respectivement les parts microbiennes et invertébrées de la dégradation de la litière. Nous identifions les organismes, donc les individus colonisateurs, sous loupe binoculaire au plus bas niveau taxonomique possible, pour ensuite établir des listes faunistiques pour calculer des indices de diversité et de sensibilité, et pour déterminer les profils fonctionnels des modalités de trait déchiqueteur et brouteur du trait mode d'alimentation,
Et enfin, nous réalisions des modèles linéaires généralisés pour déterminer les effets moyens des pesticides et nitrates sur les différents traits communautaires et écosystémiques étudiés. Donc, voici les résultats et notamment les réponses de nos variables en réponse à 4 variables pesticides différentes, avec les effets positifs en bleu et les effets négatifs en rouge, donc avec la richesse taxonomique, l'indice de Shannon, les taxons sensibles, la proportion de taxons sensibles, donc au travers de l'indice spire-pesticide, la proportion d'individus tolérants, donc au travers du pourcentage en termes d'abondance des gastéropodes oligoquètes diptères, la part invertébrée de la dégradation de la litière et la part microbienne, et sur les fréquences d'utilisation des modalités de trait déchiqueteur et brouteur du trait mode d'alimentation. Donc ces modèles nous ont permis d'identifier d'abord des effets négatifs des pesticides sur l'indice de Shannon, sur les profils fonctionnels des modalités de trait déchiqueteur et brouteur, et sur la part invertébrée de la dégradation de la litière. Et ils nous ont permis aussi de mettre en évidence un effet négatif de l'effet ZTHA, l'effet Pond que vous avez ici, qui englobe en fait l'ensemble des facteurs environnementaux de la ZTHA, qui peut inclure donc une portion des effets de contamination chronique, donc possiblement voilà, en lien avec des effets long terme de la pression agrochimique locale. Donc en bilan de cette partie, grâce à cette étude, nous avons mis en évidence des effets négatifs des pesticides ou de l'environnement global, le ZTHA, sur la structure au travers de l'indice de Shannon, sur la sensibilité au travers de l'indice spire-pesticide et sur la fonctionnalité de la communauté de macroinvertébrés benthiques au travers des profils fonctionnels établis. Ce qui donne du crédit à l'hypothèse selon laquelle la ZTHA de Rampillon sera en mesure d'agir comme un piège écologique. Donc, ce travail met en lumière notamment la forte influence que peuvent avoir les flux de pesticides dans les zones tampons humides artificielles sur les niveaux d'organisation biologique les plus intégrateurs. Aussi, nous sommes à même de nous demander par quel mécanisme écotoxicologique la valeur sélective des individus des nombreuses espèces d'invertébrés aquatiques autochtones à ZTHA peut-elle être impactée, ouvrant la voie à des études plus ciblées. Et enfin, on notera aussi l'importance d'augmenter le nombre de sites étudiés pour augmenter la robustesse des résultats obtenus, d'autant plus que les réponses étudiées ici, les réponses biologiques étudiées, ont un très fort niveau d'intégration. Donc ce dernier travail a fait l'objet d'une valorisation sous la forme d'un article scientifique accepté et publié chez ESPR. Donc maintenant que nous avons passé en revue l'ensemble des résultats obtenus dans le cadre de cette thèse, nous allons prendre un peu de recul et tenter de répondre à la question principale de la thèse, qui était de savoir si la ZTHA d'Ampillon était en mesure ou non d'agir comme un piège écologique pour la faune aquatique. Donc tout d'abord en bilan, et au vu de l'ensemble des connaissances rassemblées sur la ZTHA depuis sa création, nous pouvons avancer que la ZTHA de Rampillon est important pour la biodiversité, incluant la faune aquatique. En effet, elle est caractérisée par une richesse notable en nombre de taxons. Elle semble environnementalement stable au cours du temps et permet de renforcer la connectivité du paysage, peut-être important pour les espèces, l'implantation des espèces dispersantes. Et de plus, sa richesse en amphibiens semble stable depuis 2017. Donc ces résultats tendent dans un premier temps à soutenir la pertinence de l'implantation des zones tampons humides artificielles dans les paysages agricoles, souvent très fragmentés d'un point de vue paysager. Mais cependant, ils sont aussi à même d'agir, donc ils sont potentiellement à risque, pour la biodiversité et pour les amphibiens notamment. Donc nous l'avons montré en l'occurrence, la ZTHA semble attractive pour les amphibiens, mais en même temps, des synchronismes entre les dynamiques chimiques et écologiques de la communauté d'amphibiens peuvent menacer sa pérennité.
D'ailleurs, il est important de noter que nous ne sommes pas concentrés sur l'impact de la chronicité de cette pression chimique sur les amphibiens de la ZTHA. Enfin, il pourrait être intéressant d'augmenter la fréquence des inventaires, des sessions d'inventaire, et de mieux prendre en compte la sensibilité respective de chaque stade de vie des différentes espèces pour raffiner un petit peu plus cette évaluation du risque. Nous avons également mis en évidence le caractère impactant des flux de pesticides dans la ZTHA pour les amphibiens et les macroinvertébrés benthiques. Nous avons effectivement identifié les effets des pesticides circulant dans la ZTHA au niveau biochimique, individuel et écologique, bien que l'étude de certains traits pourrait faire l'objet d'investigations plus poussées pour affiner nos résultats. Enfin, nous avons mis en évidence, sans surprise, j'ai envie de dire, vu le cadre méthodologique de la thèse, l'influence notable de certains facteurs environnementaux sur les réponses étudiées. Et nous pouvons donc nous demander quelle pourrait être l'influence de ces facteurs sur la vulnérabilité de la faune aquatique aux pesticides et aux nitrates dans les zones tampons humides artificielles. Et en conclusion, cette thèse a permis de révéler donc la forte potentialité pour la ZTHA de Rampillon d'agir comme un piège écologique pour la faune aquatique, même si maintenant des investigations plus ciblées pourraient permettre de préciser nos conclusions, renforcer nos conclusions. Et toujours est-il, d'un autre point de vue, que ce type d'environnement est susceptible de jouer le rôle de stepping stones entre habitats favorables pour les espèces dispersantes notamment, ce qui peut éventuellement moduler de ce point de vue-là l'ampleur de leur impact sur la faune aquatique. Enfin, nous pouvons questionner la nature de pièges écologiques potentiels d'autres zones tampons en mines artificielles, pouvant faire l'objet de futures méta-analyses. Et enfin, nous pouvons demander quels pourraient être les exemples s'il s'avérait que le risque que présentaient les ZTHA pour la faune aquatique était vraiment important. On peut se demander quelles pourraient être les mesures permettant de limiter l'impact des flux de contaminants d'origine agricole dans la ZTHA sur la santé des organismes aquatiques, pour essayer de toujours mieux concilier les enjeux eau et biodiversité dans les paysages agricoles. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je remercie énormément de monde. La liste n'est pas exhaustive. Donc, je remercie tout d'abord Julien Tournebise, Aliénor Juliaskov et Jérémy donc, pour leur encadrement et pour leur confiance. Je remercie Virginie, Cédric en tant qu'acteurs principaux du projet. Je remercie tous les collègues qui ont participé et qui ont donné des coups de main sur le terrain ou autres, et ils sont nombreux. Je remercie encore les membres du jury de m'avoir permis de réaliser cette soutenance. Je remercie les institutions qui m'ont permis de réaliser cette thèse. Je remercie Soline et Anthony du Muséum pour leur confiance, leur collaboration. Et je remercie aussi les membres de mon comité, Marie-Agnès, Stéphane, Colette, et je remercie aussi Pierre Laroffi pour leur suivi et pour leur soutien tout au long de cette thèse. Voilà. Puis plus largement, je remercie tous les membres d'ICAR, des équipes Artemis, HEF, les membres de PROSE, etc. Voilà. Donc, je vous laisse la parole.